Bien, nous reprenons nos débats avec deux tables rondes. La première s'intitule « État garant ou État gérant » et j'appelle Didier Bazocchi, Jean-Pierre Dor, bonjour Didier, Frédéric Van Rockeghem, là, tu te mets là, et Olivier Véran. Et les débats seront modérés par Jean-Claude Pragère. Là-bas, voilà, voilà, voilà. Bien, bonjour. Alors le sujet, c'est État garant, État gérant. Ce n'est pas un sujet de bac, c'est un sujet de première année de Sciences Po. Donc on va essayer de faire mieux que la table ronde précédente. Voilà, oui, il faut mettre la barre. C'est ce que disait Franz Josef Strauss. Il faut mettre les barres des principes pour lui le plus haut possible, comme ça on peut passer dessous sans se baisser. Alors, vaste sujet qui touche fondamentalement, je dirais, au ressort de la vie publique et de la société française. Il touche à la promesse sociale de 1945, il touche à ce que j'appellerais d'une manière un peu péjorative la préférence française pour les systèmes administratifs, et il touche aussi à notre relative peur face au changement, on l'a vu dans la table ronde précédente. Aujourd'hui, la question est de savoir comment on arrive à faire rebondir le modèle social français face à des défis nouveaux et inconnus jusqu'alors. Peur des risques, demande croissante de garantie. On a parlé du principe de précaution, peut-être on en reparlera à cette table ronde. Mobilité internationale et des patients et des praticiens. Développement de la médecine par Internet, qui est en train de s'accélérer. Et surtout, c'est le sujet d'une énorme actualité, c'est la montée irrésistible des déficits publics. Il faut arriver à faire plus, à faire mieux avec des moyens au moins, si possible, en réduction et peut-être équivalents. Alors, je crois que ce n'est pas une question de principe qu'on va aborder ici, ce n'est pas un problème de droit en général, comme le ferait un bon étudiant de Sciences Po, c'est une question de réglage fin d'un curseur délicat. C'est le réglage fin du curseur entre, d'une part, des contraintes réglementaires et budgétaires fortes, et puis d'autre part, les bonnes incitations. Alors, on parle toujours des incitations économiques, mais il y a aussi les incitations humaines, les incitations relationnelles, ce qu'on appelle en économie la bienveillance. Le système hospitalier public ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas la bienveillance des acteurs. Alors, en un mot, je dirais, il s'agit d'inverser ce que je qualifie de théorème de Clémenceau. Vous connaissez bien la boutade de Clémenceau. La France est un pays fertile, il pleut des problèmes, on plante des fonctionnaires et il pousse des impôts. Alors pour la santé, je vais essayer de le transposer. Il pleut toujours des problèmes. Et là, il pleut des problèmes, on a envie de garanties supplémentaires, il y a des progrès médicaux qui sont des problèmes pour les équilibres financiers. On plante les garanties et les progrès médicaux, et puis il pousse des charges sociales. C'est une transposition moderne, parce qu'à l'époque de Clémenceau, il n'y avait pas les charges sociales. Alors pour traiter cette question, on a un plateau idéal. On a deux parlementaires, un de l'opposition, un de la majorité, Jean-Pierre Dor, député du Loiret, Olivier Véran, qui est presque le régional de l'étape, le député de l'Isère, deux gestionnaires, un gestionnaire d'État, bien connu de tout le monde, le directeur général de la CNAM, Frédéric Van Rockeghem, directeur général depuis 10 ans, je crois, donc il connaît parfaitement le système, il l'a fait évoluer, et puis un gestionnaire du tiers secteur, on peut l'appeler comme ça, disons du privé. Du privé, si tu n'as pas peur des mots. C'est pas un mot honteux. C'est pas un mot honteux. Donc du privé, c'est la première holding privée, je peux dire aussi, de France. C'est MMA, GMF, MAF. C'est la MAF que vous préférez tous. Alors on va essayer de faire rentrer ce débat dans 46 minutes 07 secondes. Je vous propose 3 séquences. La première qui sera l'état des lieux. La seconde qui sera les problèmes de gestion posés aujourd'hui et comment on peut essayer d'avancer. Et puis si on a le temps, une 3e séquence sur ce que je considère comme le lien indispensable à un bon système de santé, c'est-à-dire la confiance. S'il n'y a pas de confiance du citoyen, du patient, dans le médecin, il l'a, mais dans le système en général, il est très difficile de faire évoluer le système.
Donc, première séquence, l'état des lieux. Donc, je donne la parole à Olivier Véran pour introduire, et puis après, on aura notre débat. Merci beaucoup. La question qui était posée dans cette première partie, c'est est-ce que l'État est capable de garantir un égal accès aux soins pour tous ? Évidemment, en théorie, on a envie de répondre oui, puisque le rôle de l'État, c'est de servir l'intérêt général, c'est de fixer des objectifs clairs, de tracer des lignes et de permettre cet égal accès aux soins. En pratique, on sait tous ici que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Moi, je relève 3 niveaux d'enjeux auxquels est confronté le système en matière de pilotage par l'État. Le premier enjeu, c'est celui des libertés. L'État, il est pris en tenaille aujourd'hui entre les libertés qu'il accorde aux usagers du soin, c'est le libre choix du médecin, c'est l'accessibilité géographique aux soins sur tout le territoire, l'accessibilité financière aux soins, puis de l'autre côté, les libertés qu'il accorde aux professionnels, aux acteurs du soin. Par exemple, la liberté d'installation, par exemple, la liberté de prescription. C'est comme ça que le système est équilibré. Parfois, ça fonctionne très bien. Si on prend un exemple d'actualité, le cas des pharmacies d'officine qui sont réparties sur le territoire, on a un accès facilité aux médicaments en France, de sorte qu'on peut vraiment se poser la question de la motivation qui consisterait à libéraliser la vente des médicaments en grande surface. Ce n'est pas du tout mon avis, puisque le système fonctionne correctement. Il y a des contraintes des deux côtés, mais le système est équilibré. Des fois, ça fonctionne un peu moins, puis des fois, ça ne fonctionne pas du tout. Des fois, l'État est en pleine injonction paradoxale. Si on prend l'exemple des petites maternités, tout en disant qu'il faut garantir un accès à la maternité de proximité sur tout le territoire, l'État se dit, pour des critères de sécurité, de qualité des soins, à juste titre d'ailleurs, une maternité a une trop faible activité, il va falloir aller la fermer. Donc on est en train de dire qu'il faut maintenir des maternités de proximité tout en allant les fermer. C'est déjà assez compliqué, mais quand on rajoute à ça en plus le rôle des collectivités et des élus locaux, puisqu'on sait que la santé, le poids de la santé dans les territoires est énorme, l'hôpital est souvent le premier employeur, la santé c'est parfois le dernier service public qui va rester dans le territoire, donc se jouent des équilibres extrêmement complexes qui rendent cette question des libertés des uns et des autres compliquée dans la gestion et le pilotage par l'État. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est l'enjeu du financement. Il a été beaucoup question du financement depuis 2 jours maintenant à Cham. On est arrivé à un système qui est en bout de course, clairement, en termes de financement. Les cotisations sont grévées par une crise économique qui dure. On ne sait même plus si c'est une crise ou si c'est maintenant la norme. Et puis, les dépenses, elles, continuent d'augmenter du fait du progrès médical. C'est une bonne nouvelle, du vieillissement de la population. Tout le monde le sait, l'explosion des maladies chroniques, etc., etc. Face à cela, on est obligé, comme il faut quand même conserver un niveau de dépenses et une évolution des dépenses à peu près correcte, c'est tout l'enjeu du PLFSS, exercice que je vais être amené à connaître particulièrement, tout l'enjeu c'est de savoir comment est-ce qu'on y répond. Depuis un certain nombre d'années, on y répond droite et gauche par des rabots. On rabote sur le médicament, on rabote sur l'hôpital, on rabote sur la médecine de ville, on rabote sur les transports médicaux. On arrive un petit peu, je pense, j'en suis convaincu même, à la limite de l'exercice. Donc là, ça appelle à des réformes structurelles. Je ne sais pas si ce sera du carottage qui sera nécessaire plutôt que du rabot, ou s'il faut miser tout sur l'efficience du système et sur la réorganisation du système, mais en tout cas, c'est un sujet qui se pose à nous. D'autant que même les usagers, on en parlera avec Frédéric Van Reukegem, aujourd'hui, je pense, se retrouvent moins dans le financement de la protection sociale. Un usager, aujourd'hui, il paye 3 fois. Il paye pour l'assurance maladie obligatoire, il paye pour la complémentaire santé, qui est quasiment obligatoire, et puis quand il a besoin de son audioprothèse ou de sa paire de lunettes, il va encore payer. Donc il ne s'y retrouve pas forcément. Ça crée quand même de la confusion. Donc c'est un enjeu très fort pour l'État. Et puis le troisième enjeu, selon moi, et j'aurais même dû commencer par ça, et je reviens un peu sur ce qui a été dit à la table ronde tout à l'heure, l'enjeu de l'innovation. L'État ne doit en aucun cas freiner l'innovation qui est en marche. Les objectifs sont nombreux. Tout d'abord, l'innovation, on peut essayer de la freiner, c'est comme la mer, elle passera de toute façon les digues, donc elle arrivera à nous quoi qu'il arrive. Si on prend la question de l'e-santé, on peut dire que l'e-santé c'est une boîte de Pandore, on peut aussi considérer que demain il y aura 60 millions de consommateurs quoi qu'on fasse. Je reviens sur le débat de tout à l'heure, est-ce que ce sera Google qui sera l'acteur principal, ou est-ce qu'on sera capable de développer et de faire émerger en France ou en Europe un acteur concurrentiel dans ce domaine-là? Même question sur les dispositifs médicaux. La France est une terre extrêmement riche en recherche fondamentale, translationnelle, en innovation. On est l'un des leaders mondiaux en termes de dépôt de brevets. On a de très nombreuses PME, pas suffisamment d'ETI, c'est vrai, mais on a une commande publique qui est en berne. Est-ce que l'État ne serait pas dans son rôle en disant « j'interviens ici » en faisant le pari de l'innovation, en considérant que de toute façon, demain, l'innovation sera partout, et en encourageant ma propre filière industrielle via une commande publique et via une simplification des règles normatives qui, aujourd'hui, sont tellement énormes que pour les industriels, c'est plus facile d'avoir un marquage CE et une autorisation FDA qu'un droit à remboursement en France. Et puis, cet enjeu de l'innovation, il croise aussi celui du financement. Et là, je vais parler à mots couverts d'un sujet d'actualité qui est celui des médicaments très innovants et parfois très coûteux.
où se pose la question d'un modèle économique, d'élaboration d'un prix par les industriels, qui est franchement déconnecté à la fois du prix de recherche et de développement et à la fois du coût de production. Et si on n'y fait pas attention, la multiplication de ces modèles, de ces nouveaux modèles économiques, pourrait à terme gréver complètement les enveloppes qui relèvent normalement de l'industrie pharmaceutique dans la globalité et plomber, je dirais, durablement la filière. Donc il faut faire très attention, s'emparer de cette question de l'innovation, mais être acteur. C'est pas facile. On a voté l'année dernière au Parlement une loi qui autorise plus facilement, plus volontiers la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu ? Il a fallu y revenir 3 fois. Je veux dire, on est encore dans des débats assez anachroniques à la tête de l'État, ou en tout cas parmi la représentation nationale sur ces sujets-là. En l'occurrence, on a réussi à le voter. Peut-être que Jean-Pierre Dor en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment, il faut qu'on aille de l'avant sur ces sujets-là. Voilà. Donc pour moi, ce sont les 3 défis qui s'offrent à nous. Alors vous mettez en appétit avec les réformes structurelles et la chasse à la réglementation inutile. Vaste programme, hein. On reviendra dessus. Hein. Didier Bezocchi. Sur la chasse à la réglementation inutile, je crois qu'il y a encore un peu à faire. Je vais vous prendre quelques exemples qu'on connaît assez peu, puisqu'ils sont malheureusement assez peu médiatisés. Il y a le premier concerne ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas dans les systèmes de déremboursement. Au fond, on maintient de manière un peu artificielle l'illusion d'une égalité dans le système d'accès. Alors, c'est le cas, par exemple, et vous vous souvenez des débats assez vifs qui se sont tenus lorsque les franchises sur les boîtes de médicaments ont été instaurées. Hein. C'était tout à fait scandaleux de faire payer 0,50 € à nos concitoyens, quand bien même, d'ailleurs, les plus pauvres en étaient dispensés. Ça rapportait, je crois, environ 800 millions d'euros, c'est ça. Hein. Ça, c'était du visible et ça a choqué tout le monde. Et au fond, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... une classe moyenne, des ménages aisés ne pourraient pas payer un peu pour leur boîte de médicaments. C'est totalement inégalitaire. Peut-être est-ce équitable. Donc ça, c'est le déremboursement visible contre lequel effectivement tout le monde est et dont on parle beaucoup. Et puis, il y a des remboursements invisibles. Et l'État a excellé dans les remboursements invisibles. Je prendrai 2 exemples. La chambre particulière en chirurgie de jour. C'est merveilleux, ça, comme invention, pour faire payer les complémentaires à la place de l'État ou à la place de la sécurité sociale. On chirurgie le jour, on sort à midi, mais on paye un forfait de chambre particulière qui est imputé au ménage et à sa complémentaire et pas à la sécurité sociale. C'est très bien pour l'équilibre de la sécurité sociale, c'est parfait, mais vous voyez que c'est une mesure réglementaire qui n'a, au fond, en termes d'intérêt de santé publique, en termes économiques, aucun sens, sinon de faire payer à des acteurs privés un tarif pour équilibrer ou aider les cliniques artificiellement à équilibrer leur budget. J'en prendrai un autre, qui est aussi méconnu, malheureusement, qui est le tarif journalier de prestation. Alors ça, c'est une monstruosité réglementaire, puisque les ARS ont désormais la possibilité d'attribuer à chaque hôpital, selon la réglementation pour des raisons de qualité des soins, un budget annuel de tarifs sur les séjours. Ce budget annuel de tarifs sur les séjours, il est facturable, donc ça ne concerne que les hôpitaux publics, il est facturable aux ménages et donc à leurs complémentaires. Il faut savoir que ça représente environ 1 milliard d'euros sur les 25 milliards d'euros de remboursement des prestations de complémentaires. C'est significatif. Et ce qui est tout à fait troublant, c'est que malheureusement, ça ne sert pas à rémunérer la qualité à l'hôpital, ce dont nous nous réjouirions, mais que ça sert à faire de l'équilibrage budgétaire sur des petits hôpitaux vides et sur lesquels on a surinvesti. Je vais prendre un exemple, je ne citerai pas le lieu, mais il est assez connu. Un petit hôpital à 20 km d'un CHU de référence, un excellent CHU. On y investit 45 millions d'euros pour le rénover. Le tarif journalier de prestation passe de 1 000 € à 2 400 €. L'hôpital reste vide. Quel est l'intérêt de santé publique de ce genre d'investissement? Et voilà probablement une régulation qui est assez mal placée. Donc c'est un sujet. Le deuxième sujet, et je passerai rapidement là-dessus, c'est le taux d'effort des ménages. Alors effectivement, vous l'avez dit, on a un vrai problème avec le taux d'effort des ménages, puisque quand on ajoute à la fois les restes à charge et le coût de la complémentaire pour les ménages, on s'aperçoit que pour les ménages les plus démunis, qui sont juste au-dessus du seuil de la CMU, et je reviendrai sur ce point, on a un taux d'effort de l'ordre de 10% du revenu, ce qui est tout à fait insupportable, alors que pour les ménages les plus aisés, on est plutôt à 3% du revenu. Et vous voyez qu'on a un vrai sujet à traiter là, en termes d'équité, bien évidemment. Ça m'amène à parler du rôle des complémentaires, et puis un mot de la CMU d'abord. Monsieur Hirsch disait tout à l'heure que quand on est à CMU plus 1 euro, on subit effectivement une pression économique, un effet de seuil. Je rappelle qu'en 1999, quand les pouvoirs publics ont mis en place la CMU, toute la profession des complémentaires proposait un autre système,
qui consistait à faire émettre par les caisses d'allocation familiale des chèques santé en fonction du revenu et à mettre en place un contrat d'assurance santé administré que les gens auraient pu choisir. C'était trop libéral pour le pouvoir de l'époque et ça a été refusé. Et les effets qu'on a aujourd'hui sur l'effet de seuil désastreux, et que l'ACS ne peut pas compléter, ne peut pas compenser, sont liés à une décision de politique publique qui a été une décision, disons-le, d'hyper-réglementation du secteur, plutôt que de laisser le marché de la complémentaire s'exprimer. Et enfin, pour terminer, sur le constat, j'aimerais aussi que nous sortions d'une idée fausse sur le rôle des complémentaires. C'est vrai que très longtemps, les complémentaires ont servi à rembourser des honoraires de consultation, des médicaments, de l'optique et du dentaire. Bon. Ça a énormément changé. Aujourd'hui, c'est le poste hospitalisation qui est le premier poste de remboursement des complémentaires. Et je vais prendre quelques chiffres pour illustrer en quoi c'est un véritable élément de mutualisation du risque et d'accès aux soins. Nous avons dans notre groupe, sur 1,5 million d'assurés échantillons et 250 000 hospitalisations, court, moyen, long séjour, examiné le reste à charge aux bornes de la sécurité sociale. Il était de 511 € par assuré et par hospitalisation. Pour le dernier décile, il était supérieur à 1 600 € et pour le dernier centile, supérieur à 5 200 €. C'est-à-dire qu'un de nos assurés qui n'aurait pas été assuré par nous aurait payé plus de 5 200 € de sa poche. Évidemment, il s'agit de soins de psychiatrie ou de soins de long séjour avec des durées d'hospitalisation importantes. Une fois que la complémentaire est intervenue, dans 8 cas sur 10, il y a 0 reste à charge. Je parle pour notre groupe, et le reste à charge moyen est de 26 €. Un petit peu de publicité quand même, ça fait pas de mal. Je n'ai pas cité les marques. Et le reste à charge moyen est de 26 €. Non mais on trouve ça, je prends une échantillon. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, et il faut l'intégrer dans la réflexion, et on y reviendra dans ce débat, parce que nous avons le sentiment parfois que les services de l'État ont du mal à entendre ça, les complémentaires sont sur un marché, et il faut admettre que sur ces marchés, il y a des phénomènes de marché. Ça ne conteste en rien la nécessité et le rôle tout à fait essentiel de solidarité nationale qu'a l'assurance publique, évidemment, fondamentale, mais qu'elles sont sur un marché et qu'il faut laisser aussi se dérouler les phénomènes de marché. Et pour terminer, j'aimerais dire que pour ce faire, il faut lutter contre un certain nombre d'interdictions qui nous sont faites. La loi Leroux qui interdit, comme Marianne Bins le rappelait hier, que les complémentaires puissent contracter avec des médecins nous semble être une absurdité totale, il faut le dire. Le nouveau contrat responsable, on ne va pas rentrer à la technique, mais qui établit des planchers et des plafonds sur l'optique et le dentaire, nous paraît totalement inutile, puisque la profession a mis en place des systèmes de réseau qui sont maintenant généralisés, qui permettent, en appliquant les lois du marché, quelle horreur, de faire baisser les prix de manière conséquente. Et Marianne le rappelait hier avec le fait que dans le réseau Santé Claire, par exemple, les prix de l'optique sont de 40% inférieurs aux moyennes du marché. Et donc, il faut laisser aussi, là où on accepte que le marché existe, laisser les effets bénéfiques du marché. Le marché n'est pas une réponse à tout. On voit que dans matière de santé, le marché n'est pas la seule réponse et n'est pas une réponse absolue. Évidemment, nous sommes les premiers à dire qu'il ne faudrait pas avoir un marché totalement ouvert et nous ne sommes pas du tout, nous assureurs français, favorables à un système à l'américaine, autant le dire, et nous reconnaissons le rôle souverain de l'assurance maladie, bien évidemment, en termes d'outils à la fois d'assurance sociale et de redistribution, c'est bien clair. Pour autant, le système doit aussi s'appuyer sur la capacité d'innovation, et l'exemple de Santé Claire en est, je crois, tout à fait caractéristique, la capacité d'innovation et la capacité de manœuvrabilité qu'ont les assureurs complémentaires, qui travaillent sur des échantillons d'assurés plus petits, qui peuvent expérimenter, qui peuvent construire des solutions que l'assurance maladie ne peut pas construire à une date donnée, soit pour des raisons de taille, soit pour des raisons de complexité politique ou de réglementation. Voilà, je crois que c'est un élément sur lequel il faut savoir s'appuyer. Si on met trop de contraintes réglementaires sur les assureurs complémentaires, comme malheureusement c'est actuellement le cas, on va en brider les effets sans en avoir les effets intéressants et les effets bénéfiques que peut avoir pour partie une solution de marché. Alors on reviendra tout à l'heure sur cette question, comme le que faire, c'est quand même important une fois que le constat est fait. Jean-Pierre Dor. Oui, merci. Je voudrais d'abord faire une petite annonce qui correspond à la table ronde précédente et pour répondre à notre brillant et sympathique académicien Éric Orsena et par la même occasion à M. Louis Gallois, au sujet du principe de précaution. L'an dernier, on a évoqué ici même, à cette table, le principe de précaution, moi-même et Bernard Accoyer. Donc nous sommes rentrés dans le dur du dur et dès les semaines qui viennent, avant le mois de novembre,
nous avons déposé dans la niche parlementaire du groupe auquel j'appartiens le problème du principe de précaution et la révision du principe de précaution, quelque chose que moi je n'avais jamais voté en 2005. Donc voilà, nous sommes repartis sur le plan parlementaire. Je ne sais pas où ça ira, je verrai si nos collègues poussent aussi dans ce sens-là, mais il faut impérativement revoir cela, tout au moins sur l'article 5, qui est l'article qui gêne en particulier tout ce qui est recherche et tout ce qui était dans le système. Mais c'est lié au gaz de schiste, ça? C'est lié au gaz de schiste? Non. Et est-ce qu'on a pu entendre récemment? Non, attendez, ça fait 1 an qu'on est sur ce sujet. Nous avons déposé des propositions de loi et enfin, ça passe dans la niche parlementaire cette année. Alors, c'est pas lié aux annonces, rassurez-vous, j'ai compris votre sens de l'humour, mais non, nous y tenons depuis longtemps, depuis l'an dernier. Donc, pour revenir au sujet qui est ce qu'on appelle l'État garant, puisque c'est le thème de ce sujet, est-ce que l'État est garant? Dire qu'effectivement, il est garant, comme l'a dit Olivier Véran, il est garant de l'intérêt public et il est dans son rôle de régulateur. C'est fondamental que l'État soit dans son rôle de régulateur et soit garant de l'accès aux soins, puisque la santé, elle ne se résume pas seulement aux soins, elle se résume également à l'accès aux soins et d'avoir des résultats sur le plan de l'état de santé de la population. Donc c'est bien cela qui nous concerne. Or, ça a été dit, notre système il traverse une crise majeure, une crise financière, une crise de performance et une crise de confiance. Donc il faut tourner autour de ces 3 paradigmes et se dire comment peut-on résoudre le problème. La crise de confiance, on voit très bien qu'aujourd'hui, la population, nos assurés sociaux, même s'ils sont bien couverts, même parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'en France, il ne faut pas toujours dire que tout va mal, on a quand même un système de protection sociale qui est remarquable. Ça a été dit, l'assurance obligatoire, l'assurance complémentaire, la CMU, l'ACS, le RSA, qui ont été faits par notre ami Martin Hirsch, tout cela fait que le défaut, c'est l'effet de seuil. Mais en dehors de cela, il y a quand même une grosse protection sociale. S'il y a quelques millions, je crois que c'est 3,5 ou 4 millions de personnes qui ne sont pas au complémentaire, c'est ce qui échappe, c'est peut-être parce que c'est l'effet de seuil qui gêne leur intégration dans la prise d'une mutuelle. Sinon, on peut dire que 100% des Français peuvent bénéficier de soins à condition d'être bien orientés. Nous l'avions dit, parce que je voudrais m'arrêter sur ce problème de prise de confiance, c'est que les autres sujets majeurs, c'est la démographie médicale, c'est l'accès aux soins dans tous les territoires. Les métropoles, les villes sont peut-être protégées, mais les territoires ruraux, les petites villes sont véritablement dans un déficit majeur lié à la démographie médicale, qui gêne donc l'accès aux soins. Alors c'est vrai que l'hôpital, c'est la lampe éclairée 24 heures sur 24, alors on se dirige à l'hôpital, et ce qui entraîne une surcharge des urgences et une surcharge, évidemment, dans le monde hospitalier, qui pourrait être remis en amont si l'amont existait. Donc le problème, il faudra bien régler ce problème de la démographie médicale. Il y a les problèmes de prévention, d'éducation thérapeutique qui sont très en retard par rapport à nos pays étrangers. Donc ça, c'est la crise de confiance. Crise de performance, là aussi. Plus la prévention se dégagera dès le petit âge, dans les écoles et partout, et plus on pourra améliorer l'état de santé de notre population. Et la crise financière, et là, on a Frédéric Van Roekegem en face, il sait très bien ce que j'en pense. Je crois que nous avons 5 points de plus de PIB de dépenses que l'Allemagne, 33% contre 27-28, c'est énorme, près de 700, y compris avec la retraite, 700 milliards d'euros par an, c'est gigantesque. La Cour des comptes nous le dit régulièrement. C'est pas seulement la santé, hein. Comment ? Pour la santé, c'est beaucoup moins. C'est 300, oui. C'est la moitié. Mais oui, la santé, c'est 14% du PIB, mais c'est 300 milliards. Moi, je parle de la protection sociale. C'est le thème du sujet, l'État garant ou l'État gestion. Donc, il faut bien gérer aussi cette protection sociale qui monte à 700 milliards. Donc, quand l'Allemagne dépense moins, et je pense que leurs résultats ne sont pas si mauvais, l'écart entre la France et l'Allemagne, c'est 100 milliards par an. Voilà, il faut aller rechercher quelque chose. Donc il est vrai que dans notre crise financière d'aujourd'hui,
où on voit très bien que tout à l'heure, ça a été expliqué les tables rondes précédentes, avec une croissance à zéro, avec une masse salariale qui stagne, qui est un peu en panne, et nous continuons de dépenser avec des Ondam qui font plus 2, plus 2,3, plus 2,4. Ça fait donc des écarts terribles qui creusent encore notre déficit depuis des années. La grande réflexion, elle est là. Olivier Véran l'a dit, et moi je le confirme, il faudra remettre à plat tout cela. On est à bout de souffle économique. Ça, c'est le deuxième point. Et puis la crise de performance, c'est vrai que là aussi, il faudrait revoir la restructuration du système de santé sur le territoire en demandant qui fait quoi, qui est qui, entre l'hôpital public, entre les établissements privés, entre la médecine hospitalière, entre la médecine ambulatoire, entre la médecine scolaire, entre la médecine du sport, entre toutes les catégories de médecine en France, où chacun joue sa propre partition, mais où on a assez de mal à voir quelles peuvent être les relations les uns et les autres. J'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir réfléchir à mieux organiser ce système, tout en gardant, et là moi je suis un défenseur, et vous le savez Frédéric, et puis Olivier Véran le sait, du double pilier ou les deux jambes, secteur public, secteur privé. On ne pourra pas s'échapper de l'un ou de l'autre, mais il faut que les deux puissent travailler sans se faire la guerre. Je l'ai dit à la FHP il y a quelques semaines quand nous étions ensemble, je crois qu'il est là, président, et puis à Frédéric Valtou, il faut qu'on arrive à s'entendre une fois pour toutes et qu'on arrête un peu ces débats contradictoires. Donc cela va dans la réflexion qu'il faudra avoir pour savoir qui fait quoi dans le domaine des actes, dans le domaine de thérapeutique, qu'on n'ait pas de redondance, qu'on n'ait pas éternellement la surenchère des uns et des autres, et qu'on finisse par aboutir à des solutions. Voilà un peu, donc l'État garant, oui, c'est de garantir une stratégie de santé dans l'intérêt public de tout le monde, mais de laisser la gestion, on en reparlera peut-être après, la gestion, que soit, moi alors là je le dis, c'est pas à l'État d'être gestionnaire des finances, de l'assurance maladie, qui doit devenir l'assurance santé, et c'est aux gestionnaires de s'organiser. Comme en Allemagne. Comme en Allemagne, l'Allemagne a fait la délégation, une forme de délégation de service public là, vous vers... Vous faites plaisir je à sais Didier, pas, là, hein, mais oui, vers, oui. vers les organisations professionnelles, et ce sont les organisations professionnelles qui s'occupent elles-mêmes des dépenses et qui peuvent à ce moment-là être l'arbitre sur ce qui est bien fait ou mal fait, et ce sont les organisations professionnelles allemandes qui permettent de gérer en fait leurs propres acteurs. Vous voulez mettre la CNAM en pièces alors, j'ai l'impression. Je ne mets pas la CNAM en pièces, ça n'a rien à voir. Et il le sait bien, c'est la négociation obligatoire entre les assureurs, les financeurs et les organisations professionnelles. Mais l'État doit être en dehors. Or là, je n'ai pas l'impression, M. Véran, que c'est la direction prise aujourd'hui par la nouvelle loi de stratégie de santé qui mettrait l'État en amont de ces discussions. Et on va ouvrir le débat parlementaire un peu avant la lettre. Donc le système, remettre à plat, réorganiser entre le privé et le public, c'est déjà ce que fait la CNAM un peu aujourd'hui. Je reprendrai ce que dit M. Dor sur la crise financière, crise de performance, crise de confiance. En fait, c'est tout le pays qui est écrit là. Crise financière, crise de performance, de compétitivité, crise de confiance de nos concitoyens. Et il suffit de regarder les sondages pour savoir en qui et premièrement vers qui la crise de confiance aujourd'hui se tourne. Je dirai un mot des sondages tout à l'heure, en ce qui concerne l'assurance maladie. Alors je pense que, si vous voulez, clairement notre système, et particulier en France, il se compose d'une assurance maladie de base, qui en fait prend en charge tout particulièrement le risque lourd. On a le débat de médicaments sur l'hépatite C, donc, qui est évoqué tout à l'heure. Ça peut coûter 1 milliard d'euros. C'est l'assurance maladie qui paye, obligatoire j'entends. Faut-il le réguler? Bien évidemment. Donc mais je ne reviendrai pas sur le fait que, je crois qu'on est d'accord là-dessus, qu'un système de concurrence entre assureurs à l'américaine crée une inflation tarifaire massive
que je crois McKinsey a très bien analysé il y a quelques années dans un de ses rapports. Et donc je laisserai à ceux qui s'intéressent à ce point analyser les raisons pour lesquelles il y a à peu près 5 points de PIB aux États-Unis qui ne servent pas à grand-chose. Donc mettons cela de côté et essayons de regarder les choses de façon un peu équilibrée, parce que c'est vrai que notre pays quand même se caractérise par le fait que nous avons le moral à plat. On est au niveau des pays d'Afrique à peu près, les plus pauvres, et pourtant quand moi je reçois des délégations étrangères, ils ont plutôt l'impression, ça m'est arrivé d'être interviewé par CNN International pour la campagne américaine, ils ont plutôt l'impression qu'on a plutôt quelque chose qui n'est pas si mal que ça. Alors, il faut rappeler quand même 2 ou 3 choses. Effectivement, l'OCDE intègre base et complémentaire, et on pourrait imaginer que la base absorbe les complémentaires, il faudrait juste augmenter d'une 30aine de milliards d'euros les prélèvements obligatoires. Je crois que c'est raisonnable de ne pas aller dans cette direction. En tout cas, moi, c'est toujours ce que j'ai pensé. Nous allons voir un médecin généraliste pour 1 euro de reste à charge pour la plupart des personnes, ou 0 € lorsque on a des ressources faibles, le tout ne pouvant pas dépasser 50 € par an. Nous accédons aux médicaments les plus onéreux. Là, on parle de médicaments qui représentent plus de 10 000 € la boîte. C'est d'ailleurs, à mon avis, très déraisonnable et largement au-delà de ce qui est souhaitable en matière de régulation. On oublie simplement que pour la plupart des Français, c'est 50 centimes par boîte. Allez en Suède, vous verrez que ce n'est pas 50 € par an, mais plutôt 220, 230, si ma mémoire est bonne. Il y a la gratuité de la complémentaire. Bien sûr, il y a les effets de seuil. Bien sûr, il est vrai que ça a été évoqué en 1999, quand la CMU a été mise en place. Et il y a ce système de l'ACS qui est en cours d'évolution. Mais quand même, il existe. Les prises en charge à 100% des maladies graves. 95% des dépenses hospitalières sont prises en charge par l'assurance maladie obligatoire. Alors bien sûr, l'hôpital public, c'est 50 milliards. J'entendais que les complémentaires en prennent 1. Oui, certes, mais il en reste 49. Donc voilà. Et nous avons aussi l'opposabilité tarifaire. Martin Hirsch rappelait tout à l'heure qu'on peut aller dans n'importe quel hôpital public, voire parmi les meilleurs spécialistes, et ceci sans déverser un seul centime. Donc les cliniques sont astreintes à respecter les tarifs, même s'il y a des choses qui se développent parallèlement, mais qui ne correspondent pas à la rémunération des soins. Le médicament en a parlé, les honoraires opposables. Donc voilà, il faut aussi se dire, voilà ce que nous avons, nous, en France. Ceci étant, deuxième temps de la démonstration, il est exact que notre système il est soumis à des contraintes et à des tensions et qui présente des inefficacités. Je dirais clairement, la première situation, c'était crise financière. Nous sommes sous pression macroéconomique très forte. Alors, on est sous pression macroéconomique à la fois sur les dépenses et sur les recettes. Je dirais, au début des années 2000, on était sous pression macroéconomique au niveau des dépenses. Ça croissait d'à peu près 6 à 7% par an, fort déraisonnable. D'ailleurs, nous avons vu que notre dépense par rapport à l'Allemagne a fortement augmenté à cette période. Nous étions en dessous de l'Allemagne à cette période-là. On est à peu près au même niveau en dépenses de santé. La différence avec les Allemands, effectivement importante, c'est surtout les retraites, puisque le système de retraite allemand, le deuxième pilier, ce sont des retraites d'entreprise qui ne sont pas intégrées dans les prélèvements obligatoires. Mais en dépenses de santé, nous sommes légèrement au-dessus des Allemands en pourcentage du PIB, et en dépenses en parité de pouvoir d'achat par habitant, nous sommes 7% en dessous. D'ailleurs, pour tout vous dire, je suis la comparaison franco-allemande à titre personnel, chacun a son histoire, depuis 10 ans. Et à chaque fois que je vois que les Allemands remontent au niveau de leur croissance, je me dis, on a perdu un petit 0,1 point de PIB par rapport à eux. On y reviendra. Alors, on est sous pression, non pas parce que l'on ne régule pas la dépense de façon assez stricte aujourd'hui, on est à 2%, c'est plutôt... D'ailleurs, ceux qui s'intéressent à ces choses peuvent aller sur le site de l'OCDE, regarder comment notre dépense de santé a progressé sur ces dernières années, vous verrez qu'on est parmi les gens qui sont plutôt rigoureux, en tout cas depuis, je dirais, oui, une dizaine d'années. On est sous pression néanmoins parce qu'on a quand même quelque chose qui pousse assez fort. D'abord de l'épidémiologie, 3,4 millions de patients diabétiques qui croissent à 5% par an. Ça, on aura 30% d'effectifs supplémentaires sur 5 ans, c'est-à-dire près d'1 million de patients de plus à soigner, dont 250 000 sont liés à la démographie, c'est-à-dire notamment au vieillissement, et 750 000 patients sont liés à l'épidémiologie.
Idem, et le diabète, c'est 7,5 milliards d'euros de dépenses, auxquels il faut à peu près rajouter, parce que une partie d'entre eux, effectivement, malheureusement, lorsqu'ils ne sont pas suffisamment bien soignés ou qu'ils ne se prennent pas suffisamment en charge parfois, donc débouchent sur l'insuffisance rénale chronique, 3,5 milliards d'insuffisance rénale chronique qui galopent à 5% par an. Donc, premièrement, il y a des facteurs qu'on connaît bien, l'épidémiologie d'un côté, l'innovation de l'autre, qui, en matière de santé, étonnamment, ne rapporte pas toujours autant d'argent qu'elle rapporte dans les autres secteurs. Vous comprenez les raisons, donc font que, globalement, on a une tendance à l'évolution de l'ordre de 4% et qu'on veut faire 2. Donc, il se passe des choses. Alors, effectivement, de temps en temps, on tape du poing sur la table. On évoquait ce matin ce médicament Crestor, qui n'est pas un sujet, enfin le rosuvastatine, qui n'est absolument pas un sujet chez nos voisins allemands, 0,5% des prescriptions, ni d'ailleurs chez les Anglais, qui sont autour de 4% des prescriptions. Alors, il ne faut pas s'étonner que si les professionnels à qui on a dit, on a présenté les recommandations de la Haute Autorité de Santé depuis 2 ans, on a essayé d'inciter les gens à bien faire, on a expliqué les choses. Au bout d'un moment, quand on dépense 150 millions d'euros de trop, et globalement sur les statines, le double de nos voisins allemands, parce que nous avons à la fois, à mon sens, il suffit de se comparer, des prix du générique encore un peu élevés, et qu'on a 30% de la prescription qui échappe, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, l'assurance maladie, qui ne peut pas bouger les prix, qui a proposé de les revoir de façon régulière, qui a présenté aux professionnels les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, individuellement, il ne faut pas s'étonner comme pendant l'assurance maladie, elle tape du poing sur la table, parce qu'effectivement, quand on a d'un côté un médicament contre le VHC qui va représenter peut-être 1 milliard d'euros, et on a des médicaments comme le Lucentis ou donc la rosuvastatine, dans lequel moi je dis que l'argent public que nous mettons ne vaut pas la valeur médicale, puisque ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Haute Autorité de Santé, pas d'amélioration du service médical rendu. À un moment donné, il faut prendre des décisions quand même. Surtout qu'on est un peu étranglé, pour être clair. Donc, alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que clairement, on conjugue dans cette situation, on conjugue une crise de recettes avec effectivement une pression sur la dépense. Mais aujourd'hui, je crois que le problème principal que nous avons, ce sont la crise de recettes. Et depuis 2009, effectivement, nous avons une croissance relativement atone, faible inflation qui plus est, donc pression économique. Alors maintenant, je voudrais quand même redire les chiffres. Ceux qui s'intéressent aux chiffres peuvent aller voir quel est le déficit de l'ensemble des administrations de sécurité sociale françaises qui représente plus de 600 milliards d'euros. Et vous verrez que c'est de l'ordre de 0,3 points de PIB, c'est-à-dire donc de l'ordre de 6 milliards, c'est-à-dire 1%. Pourquoi? Parce que les gestionnaires, qui sont parfois peut-être des gens qui ne sont pas performants, mais quand même, ont mis en place en 1995 un outil qui s'appelait la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui génère des excédents maastrichtiens, comme on dit, puisqu'on a prélevé des impôts au-delà de ce qu'il faut pour rembourser les simples frais financiers de la dette, et que si on consolide l'ensemble des recettes du système social français obligatoire et intégrant la GIRC-ARCO et l'UNEDIC, c'est-à-dire la protection sociale complémentaire et la protection des salariés contre le risque au chômage, ce système-là, il faut dire qu'il est en déficit de 1%. Donc, ça n'est pas inatteignable. La question, c'est à quel moment va-t-on faire la transparence sur la réalité de l'équilibre financier de ce système et pas des rapports qui tendent à mettre les Français dans la crise de confiance dans laquelle ils sont, et à quel moment on va prendre des décisions pour l'équilibrer, ce qui est apporté. Encore faut-il en avoir le courage politique, mais ce courage politique, on ne pourra l'avoir que si on explique et qu'on dit la vérité à nos concitoyens, et qu'on leur propose des solutions en responsabilité. Alors après, on a d'autres raisons, effectivement, d'autres crises, d'autres tensions. La tension, je terminerai là-dessus. Votre voisin est en train de bouillir. Là, la tension, la répartition géographique des professionnels est un sujet qui va effectivement s'aggraver, tout simplement parce que les jeunes professionnels, ils veulent s'installer comme les autres jeunes, et que malheureusement, la santé, il faut soigner tous nos concitoyens, y compris éventuellement dans des zones rurales, où il y a aussi des personnes qui doivent être prises en charge. L'hétérogénéité des pratiques, on le sait, dans tous les pays, est un sujet. De ce point de vue, clairement, je pense que nous sommes en retard dans la production des référentiels de bonnes pratiques et surtout dans la capacité des professionnels d'arriver à les intégrer eux-mêmes. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire tout à fait franchement mon avis, je préférerais bien beaucoup que ce soit les professionnels qui intègrent les référentiels de la Haute Autorité de Santé, plutôt que d'avoir à mettre en place,
en mettant un pavé sur la mare, une procédure administrative qui va être jugée peut-être idiote, mais au moins peut-être efficace. Et puis, bien sûr, nous avons d'autres tensions. Une minute, et je terminerai là-dessus. C'est effectivement l'inégalité de financement public-privé et le système des dépassements d'honoraires. Car les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Clairement, on a fait des choix qu'on n'a peut-être pas totalement bien explicités. Sur le dentaire, clairement, le choix qui a été fait historiquement, il y a maintenant de très nombreuses années, ça a été finalement un certain désengagement de la sécurité sociale, à l'exception des soins conservateurs. C'est un grave problème de santé publique, je le dis aujourd'hui. Car si on ne met pas ce qu'il faut pour pouvoir maintenir le système de soins conservatoires, un équilibre des cabinets dentaires dans les zones rurales, nous allons au-delà de graves problèmes de santé publique. Mais effectivement, nous sommes aujourd'hui sous pression financière. Donc le verre est à moitié plein, à moitié vide. Si vous comparez finalement, vous vous rassurez. Hein, donc beaucoup de pays seraient heureux d'avoir le système dont nous disposons aujourd'hui. Il faut le dire, nous ne devons pas avoir honte du système que nous avons mis en place. Mais nous devons nous adapter pour retrouver effectivement à la fois, pour permettre à nos enfants de disposer des mêmes garanties que celles que nous avons aujourd'hui, et puis pour retrouver aussi le chemin de la croissance. C'est le temps 2 de votre... C'est le temps 2, mais vous avez épuisé votre temps de parole, là. Oui. Non, un petit mot encore. Hein. Olivier, tout à l'heure, la chasse à la réglementation invisible, réforme structurelle, remettre à plat, revoir le qui fait quoi, c'est quoi pour vous? Il nous reste combien de minutes pour refaire le monde, là? Ah, là, maintenant, vous aurez 2-3 minutes par personne. 2-3 minutes. Bien. Quelques points sur les réformes structurelles. D'abord, la question du pilotage. Le pilotage national, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres systèmes que le système français où il y a un pilotage à 2 têtes. On n'a pas le temps, du coup, d'ouvrir ici le débat sur l'Agence nationale de santé, mais la question de la gestion du risque et du financement devra être un jour tranchée de façon définitive. Non pas dans le sens d'une étatisation, mais dans le sens d'une amélioration de la congruence entre les différents intervenants de l'État au niveau national. En région, pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, un DG d'ARS, je vais me faire des amis, hein, mais est-ce qu'aujourd'hui un DG d'ARS est en capacité de fermer une unité hospitalière lorsqu'elle ne produit pas suffisamment de soins ou lorsqu'il y a des problèmes de qualité? C'est compliqué, on l'a dit tout à l'heure, avec le rôle notamment des élus locaux, etc. Est-ce qu'un directeur d'ARS est en mesure de remercier un directeur d'hôpital lorsqu'il n'a pas nécessairement rempli toutes ses missions en termes de restructuration, de réorganisation, etc. etc. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'un directeur d'ARS est en mesure de plafonner, de maîtriser un peu l'évolution de l'activité dans un secteur privé lucratif lorsque il y a plus de pouvoir aux ARS? Alors non, la question c'est pas plus de pouvoir, c'est de se dire est-ce qu'on a un système aujourd'hui qui correspond à l'efficience ou non? Je ne sais pas. Moi je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne suis pas du tout défavorable à ce qu'on ait davantage de délégation de responsabilité aux acteurs. On a une richesse folle en France, on a des acteurs qui sont très divers, publics, privés, assurantiels, mutualistes. On a 2 systèmes de très grande qualité d'offre de soins, un système privé, un système public, plébiscité par les Français. La question, c'est le rôle de l'État, régulateur, oui, évaluateur, oui, simplificateur, et je crois que vraiment là il y a un sujet, mais il faut davantage de délégation de responsabilité, ce qui va aussi avec davantage de capacité à évaluer. Et puis juste un mot. C'est dans la loi santé? Non, juste... c'est le programme pour le prochain coup. Non, la question sur laquelle je voudrais ouvrir, c'est la question de l'Europe. On est bien gentil à se regarder avec l'État français, à se dire comment est-ce que l'État est gérant ou garant. Mais enfin, si on prend la démographie médicale, on a un outil de pilotage formidable qui est le numerus clausus. On voit que 30% des médecins qui s'installent en France sont ou formés à l'étranger, ou sont même des médecins français qui sont allés se former à l'étranger, ou des médecins qu'on va chercher là-bas avec des pratiques internationales dynamiques, puisqu'on va payer des chasseurs de tête pour aller piller la Roumanie. La question qui se pose, c'est à quel moment est-ce qu'on se rendra compte que l'Europe existe dans le domaine de la santé, en dehors des démarches économiques, parce que l'Europe fonctionne au niveau économique, les nanotech, les projets de recherche, ça fonctionne aussi dans les crises sanitaires, résurgence du risque épidémiologique, etc. Mais quand est-ce qu'on tiendra compte du fait qu'on est dans un référentiel qui est le référentiel européen, qui a la libre circulation des professionnels, des biens de santé, des patients, et qu'on établira des partenariats avec nos alliés européens? Je vous le dis, ma conviction, elle est plutôt vers la construction européenne, mais à un moment donné, il faut arrêter de se regarder que le nombril et regarder le nombril du voisin. Mais votre programme, donc, il est pour la prochaine présidentielle? On verra si je survis au PLFSS. Il est jeune, il peut y aller. Didier, 2-3 mots, et puis après on laissera le dernier mot à D'abord, je Jean-Pierre voudrais rectifier un petit chiffre sur l'hospitalisation. Le milliard, c'est uniquement de TJP. Donc les complémentaires payent environ 6 milliards d'euros sur l'hospitalisation. Et nous constatons également que les patients en ALD qui ont des besoins de santé et de soins en dehors du motif de l'ALD consomment
1,1 fois plus que ceux qui ne sont pas ALD à âge identique. Donc on voit aussi que là, la complémentaire a un rôle de mutualisation et ce n'est pas gênant du tout. Il faut que effectivement les différents acteurs aient des actions complémentaires et qui convergent dans le sens de l'intérêt du patient. Moi, je voudrais faire une remarque sur, puisque la question est à garant et à gérant, sur la manière dont, effectivement, quelquefois de manière un peu insidieuse, on reste dans Maastricht en transférant de manière occulte des charges sur les complémentaires. C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des différents textes récents, si je prends par exemple l'accord sur la sécurisation de l'emploi et la loi qui en ressort, on généralise la couverture de tous les salariés en France. Bon, c'est très bien, ça ne peut pas faire de mal, mais d'un point de vue de la santé publique, ça ne sert à rien, puisque ce sont les non-assurés qui sont les outsiders, qui ont besoin d'une couverture plus importante, et pas ceux qui ont déjà un travail. Et du reste, dans les 4 millions de salariés qui vont passer d'une assurance individuelle, enfin, qui vont bénéficier en 2016 d'une couverture en entreprise, seuls 400 000 n'avaient pas de couverture individuelle auparavant. Et ça va coûter 2 milliards d'euros, 1 milliard d'euros pour les ménages, 1 milliard d'euros pour les très petites entreprises qui n'avaient vraiment pas besoin de ça. Donc ça veut dire qu'on fait porter, pour assurer 400 000 personnes supplémentaires, une charge globale sur le pays de 2 milliards d'euros. Au passage, c'est 10 fois le coût de la CMU, donc il aurait mieux valu les mettre à la CMU, franchement. Donc vous voyez que ce genre de mesure est totalement contre-performante quand on veut s'intéresser à un sujet de santé publique. Que faire pour améliorer tout ça déjà ne pas les prendre, parce que alors pour le coup, prendre des mesures réglementaires qui ne servent à rien du point de vue ni de l'économie ni de la santé publique, que l'État joue pleinement son rôle. Allez, en 2 mots, comment l'État peut s'autodiscipliner? Il ne m'appartient pas de répondre sur cette question. Nous avons 2 parlementaires à la table. Tu as des idées. Mais voilà, donc le nouveau contrat responsable, il en va aussi de cette manière. C'est-à-dire qu'on met en place des réglementations qui viennent brider l'action des complémentaires sur leur marché, alors que sur l'optique et le dentaire, elles avaient déjà réglé le problème par ailleurs, puisque les plafonds qui sont en place dans le projet de décret en cours d'examen sont déjà tenus par les réseaux. Donc tout ça met de la réglementation, alors qu'on a vu ce matin que précisément, pour faire face aux défis de la technologie, il faut probablement un peu moins réglementer qu'on l'a fait par le passé. On est en train de faire exactement l'inverse. J'aurai ma réponse avec Jean-Pierre Dor. Vous avez appelé. Oui, mais il reste 1 minute 34 secondes. Jean-Pierre Dor, le dernier mot. Très bien. Non. Alors, je continuerai tout à l'heure, je voulais parler de Bismarck et Beveridge. Pour remettre à plat. Non, je voudrais... Alors, je ne sais pas si c'est le prochain programme, mais qu'est-ce qu'on fait pour remettre à plat? Rapidement dire que je n'ai pas toujours été d'accord avec Frédéric Van Rockeghem, mais là, je le suis entièrement ce matin, car il a tout à fait raison en disant que ce n'est pas la gestion des caisses qui pose problème. Il a raison, il faut quand même le dire, que la population le sache, que ce n'est pas là où on trouve des sources d'économie. Deuxièmement, c'est de dire qu'il a raison aussi de dire qu'il faut qu'entre la haute autorité de santé et les professionnels de santé, les liens soient beaucoup plus importants, la haute autorité étant indépendante, les professionnels de santé étant des prescripteurs et des professionnels. Donc il faut qu'il y ait des liens particuliers qui permettent d'avoir ces référentiels et les bons actes et les bons traitements. On voit bien que la Cour des comptes nous a dit entre 5 et 10 milliards d'économies par an sont possibles sur la qualité des actes et des traitements. Ils ont même, je passe sur les 20 milliards qui a fait le boom la semaine dernière sur les cotisations sociales. Et pour conclure, je voudrais dire qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les inégalités. C'est ça, je voudrais conclure par ça. Les inégalités, elles sont au niveau des régions. Chaque région est différente. Chaque département est différent, chaque territoire est différent, chaque canton est différent. C'était les statistiques de l'adresse qui montraient. Et au sein des populations, il y a encore des écarts. Donc il faut impérativement que de ce côté-là, on renforce les liens entre les collectivités et les ARS sur le plan local, y compris avec les acteurs de santé. Alors c'est peut-être les contrats locaux de santé à développer, mais à se renforcer, à se mettre main dans la main pour essayer de résoudre des problèmes. Car dans le Nord, c'est pas la même chose que dans le Sud, l'Est, c'est pas... Bon, etc., je passe. Et puis mon dernier point, tout à l'heure, Martin Hirsch ne l'a pas dit, mais je veux le dire à sa place. On a évoqué les sujets... Il est là ? On a évoqué les sujets de seuil dans le cadre des assurances et autres, et justement qui permettent à des gens de ne pas avoir accès aux soins parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il l'avait dit à l'époque lorsqu'il était ministre, au gouvernement, et moi j'ai porté son projet, c'est le bouclier sanitaire. Ça fait peur à beaucoup.
Il y a beaucoup qui s'opposent à ça. Je crois que ça pourrait être une des solutions, le bouclier sanitaire qui permettrait à ce moment-là de donner accès aux soins à toutes les populations, y compris les plus précaires et les plus pauvres, sans avoir à débourser un sou dès l'instant où il y aurait évidemment un seuil qui se déclencherait. Mais là, c'est un autre sujet, mais je voulais le dire parce qu'il ne l'a pas dit, il avait envie de le dire, donc je le dis à sa place. Ouais, c'est très bien. Vous voyez, il a trouvé un bon avocat. On peut avoir parfois des ententes. Merci, même on va distance. se faire chasser. Merci à vous tous. Merci.